j'ai choisi d'aborder ce thème, le thème de la fidélité, de l'exclusivité, parce que je sais que c'est un thème sensible et qu'en fait, même si ça pourrait paraître étonnant, vu que moi la spécialité de mon cabinet, c'est la psychotraumatologie, je reçois beaucoup, beaucoup de gens avec des traumas autour de la fidélité. Donc je me suis dit: «C'est vraiment un thème très, voilà, très sensible qui peut toucher beaucoup de gens, en particulier quand il y a des blessures d'attachement» et je me suis dit: «Bah, mon but aujourd'hui, c'est aussi de l'aborder de la manière la plus neutre possible, de l'aborder sans parti pris, d'abord d'un objectif de comprendre la fidélité, la monogamie, ça vient de quoi historiquement? Ça vient de quoi économiquement? Ça vient de quoi biologiquement? Qu'est-ce que c'était jadis? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Puis qu'est-ce que ça implique d'un point de vue psycho-émotionnel? Donc en ayant un point de vue le plus neutre possible sur une thématique sensible, ça me paraissait l'approche, la plus juste et c'est celle que je vais adopter aujourd'hui. Alors je voudrais commencer par vous raconter une anecdote. Je vais vous montrer un petit dessin comique. Je vais me permettre de vous partager, un petit dessin comique pour introduire, cette anecdote, si vous le permettez. Alors je pense que vous le voyez, hein? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous le voyez? OK. Alors ce dessin, bien sûr, il pourrait s'appliquer dans plein d'autres pays. Là, il se trouve que c'est une personne d'Afrique subsaharienne, mais ça pourrait être, valable pour plein d'autres pays. Donc voilà, rien de plus merveilleux que ça, ma femme et ma maîtresse qui s'entendent très bien. Donc, cette anecdote que je voudrais vous raconter, elle parle d'une de mes premières res missions humanitaires dans un pays, d'Afrique subsaharienne, le Togo, qui, en tout cas à l'époque où j'ai fait ma 1re mission dans ce pays, c'est-à-dire en 2005, autorisait encore, la polygamie. Donc, c'était ah mais alors je précise, c'était uniquement la polygamie, masculine. Donc seuls, les hommes avaient l'autorisation d'avoir plusieurs épouses, je crois, 2 ou 3. Ah donc, moi je m'étais dit, même si j'étais fort jeune à l'époque de cette mission, qu'il fallait avoir un point de vue vraiment neutre, vraiment non jugeant. C'est la culture des uns, des autres, on s'adapte, on observe, on écoute, 0 jugement et lors de cette 1re mission, un des premiers jours de mission, on a fait un groupe de parole. Un groupe de parole autour bon là en général c'était autour des traumas post-guerre, parce que c'était la vocation de notre association humanitaire. Mais il se trouve que dans le groupe de parole, les gens se sont mis à parler des violences. Des violences subies, des voilà, des violences qu'ils vivaient, qu'ils traversaient au quotidien, au-delà même de la problématique de la guerre. Si bien qu'une des personnes qui était là, une femme d'un certain âge, a relaté le fait qu'elle avait été, agressée par l'une de ses coépouses, agressée, très, très gravement. Elle avait d'ailleurs à l'œil une cicatrice, très, très importante elle avait failli perdre son œil et elle a relaté comment elle avait été agressée de nuit par l'une de ses coépouses, puis donc elle s'était enfuie parce que la situation devenait, incroyablement douloureuse, dangereuse et cetera. Donc ça m'a dit: «Ah oui d'accord, ouh là, la polygamie c'est vraiment pas un espace, de joie, d'harmonie et de douceur», même si bon, quand on connaît l'être humain, on pouvait un petit peu s'en douter. Et du coup, je me suis dit: «Bon, c'est peut-être un cas isolé, voilà, restons justement dans cette neutralité bienveillante». Mais il s'est avéré que pendant les nombreux groupes de parole qu'on a eus pendant cette 1re mission au Togo, qui fut suivie par plein, plein d'autres, et ben, en fait, la situation se réitérait. On avait des groupes de parole sur la violence et tout le temps, il y avait des histoires similaires. Ça m'a fait réfléchir sur le fait que c'est pas simple. La voilà, la polygamie ou la monogamie, c'est des réalités assez complexes et tout en nuances et les problématiques que ça soulève, en fait, transcendent les cultures. Comme je vous ai dit dans notre webinaire, la théorie de l'attachement, elle est toute culture confondue. Ben, dites-vous que là, c'est pareil. Les théories autour de la polygamie et la monogamie, certes, il y a bien sûr des points de vue culturels différents, mais dans les ce que ça vient toucher chez l'être humain, les attachements profonds, ça transcende tout ça. Alors je m'étais dit que pour commencer et pour être le plus objectif possible là encore, je suis allée chercher mon Larousse. J'ai pris quelques définitions et je me suis dit qu'on allait les regarder ensemble. Parce que c'est intéressant de savoir de quoi on parle. Est-ce que exclusivité, c'est la même chose que fidélité, etc. Alors, le mot exclusivité, il vient en fait de excludere en latin qui veut dire exclure. Donc ça veut dire qui exclut, je vous lis hein, la définition devant mes yeux, qui exclut toute autre chose comme étant incompatible. Exclusif qui appartient à un seul, à l'exclusion des autres. Et tu sais que déjà le mot appartient peut faire un petit peu, ah ça pique un peu quand on l'entend, parce que ça semble pas compatible avec, l'amour et appartenir. Mais toujours est-il, en tout cas voilà ce que signifie,
exclusif, ou si je lis un peu plus bas, exclusif, qui exclut tout partage, qui ne s'attache qu'à un seul objet. Objet. Déjà, espérons qu'on s'attache qu'à un seul sujet, ce serait bien déjà. Puis si je vais un peu plus loin vers le terme fidélité. Alors la fidélité, c'est pas la même origine, ça nous vient de fides, qui veut dire la foi. Donc vous voyez, on n'est pas tout à fait sur le même registre. Donc je vais vous lire quelques éléments de définition. Donc fidélité, qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché. Il y a de nombreuses définitions, je vous en donne une ou deux autres. Qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments et ses affections. Qualité de ce qui est conforme à l'exactitude, à la vérité. Quelqu'un qui ne manque pas à sa promesse, qui ne trahit pas son serment. Donc en fait, si vous voulez, dans la fidélité, on est plutôt dans le registre de la confiance, en fait. Alors après, on va revenir sur ce sujet parce que c'est vraiment un sujet qui mérite d'être creusé. Et enfin, quand j'ai été chercher le terme loyauté, parce que je pense que c'est vraiment ça qui se passe quand je vois toutes ces personnes que j'accueille avec des traumas autour d'infidélité dans le couple, je vois que c'est souvent l'enjeu de la loyauté qui est là, avec le sentiment de trahison qui est là et qui a besoin d'être accueilli. Donc, qu'est-ce que c'est la loyauté? Donc, loyauté de loyal, qui a de l'honneur, de la probité, de la droiture. Donc, vous voyez qu'on est sur le registre des valeurs morales. Et mon objectif maintenant, en faisant un petit point historique, c'est de se dire, allons au-delà de la morale, qu'on abordera plus tard, je dirais surtout sous un angle psycho-émotionnel et non sous un angle moraliste, parce que, voilà, restons le plus open et non jugeant possible, comme on l'a dit. Mais revenons un peu aux origines, en fait, de la polygamie et de la monogamie. Alors, sachant que polygamie, ça s'applique quand un homme a plusieurs femmes ou conjointes, et que le mot pour les femmes, c'est polyandrie, donc quand une femme a plusieurs hommes. OK? Donc, d'un point de vue anthropologique, si on remonte, je dirais vraiment aux premiers hommes et à la préhistoire, bah, évidemment, c'est pas évident d'avoir des récits là-dessus, mais il semblerait que la monogamie est quand même primée. Et je vous cite quand même un extrait d'un livre très intéressant sur la préhistoire qui dit: la monogamie visait à réduire les conflits entre mâles et à assurer une meilleure répartition des ressources. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que déjà c'est une réalité économique, où on est déjà dans des perspectives d'héritage et d'héritiers. Qui sont mes enfants? Parce que c'est à eux que je vais transmettre quelque chose, et pour réduire les conflits entre mâles. Donc là, on voit bien que c'était vraiment la question de la polygamie qui se posait et pas celle de la polyandrie, quoi. Alors après, on voit que ce qu'on peut aussi observer d'un point de vue biologique et anthropologique, c'est que la monogamie pouvait être une sorte de stratégie de survie. Parce qu'en fait, on sait qui étaient les membres de la famille. Donc, dans un monde hyper hostile du type préhistoire, avec des prédateurs, tout ça, le fait qu'il y ait de la monogamie, ça permettait d'avoir une cellule familiale hyper définie et pour laquelle on se battait pour la survie. Donc, voilà un peu des origines très anciennes de ces pratiques. Quand on revient à des civilisations comme les Grecs anciens ou la Rome antique, on dirait qu'il y avait quand même une pluralité de pratiques, même si la monogamie et la fidélité étaient relativement considérées comme une qualité louable, mais c'était quand même plus du côté des femmes, hein. La fidélité, je cite un livre sur la Rome antique, la fidélité, fides, était une vertu centrale, surtout pour les femmes. Dans la Grèce antique, la fidélité des femmes était essentielle pour assurer la légitimité des héritiers. Cependant, les hommes avaient plus de liberté. Donc, vous voyez? Donc, si je laisse un peu dérouler tout ça et que je venais à aborder d'autres cultures dans différentes régions, par exemple, si j'abordais la Chine impériale, ben c'est pareil. L'empereur et les riches seigneurs de Chine pouvaient avoir plusieurs épouses, mais chaque épouse devait être d'une fidélité irréprochable, sans quoi il y avait peine de mort. Donc bon, déjà, on se dit, «Oh, oups, il y a quand même un lien très fort d'un point de vue historique», et là aussi, j'essaye de rester absolument neutre, j'observe juste des phénomènes historiques. Et il y a un lien entre le patriarcat et la monogamie. C'est manifeste, et il y a ce lien économique autour de la transmission des richesses. Alors bien sûr, après sont venues les grandes religions du livre, les grandes religions monothéistes, qui là ont remis en lien tout ceci avec les valeurs morales. On pourrait penser aux 10 commandements de Moïse, et puis tu ne convoiteras point la femme de ton voisin, et ainsi de suite. Mais là aussi, dites-vous bien que c'est pas seulement un principe moral, c'est un principe d'ordre. C'est comme à l'époque du livre dont je vous ai fait part, où on disait qu'entre les hommes préhistoriques, ça évitait les conflits entre mâles.
Le fait que tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin, ça permet d'éviter tous ces conflits potentiels et donc je dirais que c'est un principe de paix. C'est un peu comme ça qu'on pourrait, que je pense qu'il serait intéressant de le percevoir. Mais allons-y, allons moi je me suis dit: «Ben, il faut aller se questionner au-delà, allons au-delà, ne restons pas sur ce truc, est-ce que la monogamie, c'est quelque chose qui est lié au patriarcat? Peut-être pas». Moi je me suis dit: «Allez, moi je veux rechercher plus loin, garder cet état d'esprit neutre et ouvert». Donc j'ai fait une vaste recherche sur la polyandrie, hein. Donc est-ce que dans l'histoire et est-ce que dans les différentes cultures actuelles et anciennes, il y a des cas de polyandrie et que c'est admis par la société, donc de femmes qui ont plusieurs conjoints? Alors les cas déjà, les cas sont rares, hein, donc j'ai pu en trouver au Tibet, en Inde et chez les Inuits principalement. Vous voyez, c'est pas statistiquement, c'est pas énorme, hein, je connais pas beaucoup d'Inuits, tout ça. Mais toujours est-il qu'en plus, figurez-vous que ce qui est admis, par exemple, dans ces 3 cultures et encore ce n'est pas dans toutes les zones et ainsi de suite, c'est ce qu'on appelle la polyandrie fraternelle, ce qui fait qu'une femme est en fait mariée à un conjoint et à ses frères. Vous voyez? Et donc pourquoi on pourrait se dire: «Mais pourquoi une telle chose?» Parce qu'en fait, ça permet que les terres restent au sein d'une même famille. Donc vous voyez, on est toujours dans cette réalité économique, successorale, de partage des terres et donc encore une fois dans une réalité qui est patriarcale, manifestement. Puisque je veux dire, on se demanderait même le consentement, cette femme a-t-elle, véritablement accepté d'être l'épouse de plusieurs frères? Enfin, je pense que ça mériterait même de creuser et d'en débattre. Mais je trouve que c'était intéressant d'observer que la réalité économique et le patriarcat sont quand même ce qui ont fondé la monogamie, ainsi que les grandes religions du livre qui ont mis toute une vertu, morale autour du thème de la monogamie. Alors on pourrait se dire: «Qu'est-ce que ça a changé le mouvement féministe?» Hein, particulièrement dans la seconde moitié du XXe siècle et puis après la Seconde Guerre mondiale. Alors évidemment, ça nous a permis sans doute de sortir des normes traditionnelles et de venir questionner des choses. Déjà en promouvant l'égalité, en promouvant l'autonomie et peut-être en s'interrogeant sur, en ouvrant, je dirais, un dialogue dans le couple sur ce thème qui avant était très tabou, en réfléchissant sur les attentes au sein d'une relation, pouvoir être à égalité, de manière à ce qu'on entre dans un dialogue à ce sujet, puisqu'avant, je pense que c'était souvent un non-dialogue. Donc là-dessus, effectivement, le mouvement féministe, on pourrait dire qu'il a apporté une forme de renouveau, de fraîcheur ou au moins de remettre la discussion sur la table et d'aller vers un semblant d'égalité. Et encore, je vous montrerai des chiffres tout à l'heure et un tableau. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Vous allez voir que cette égalité est toute relative. Alors, allez, on va faire un petit sondage avant que je vous montre le tableau, histoire qu'on rigole un petit coup. Alors, c'est un tableau sur les taux d'infidélité qui est issu d'un article qui, en fait, compare au sein de l'Union européenne l'Union européenne ancienne, on va dire à 12 pays, les anciens pays de l'Union européenne, quels sont les taux, de fidélité et d'infidélité depuis une vingtaine d'années. Donc par exemple, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a plus d'infidélité, en Espagne, en Angleterre, en France, chez les hommes, chez les femmes, en les années 70 et maintenant et cetera et cetera. Donc déjà, j'aimerais faire un petit sondage. Vous allez peut-être me répondre rapidement dans le chat et je verrai vos réponses. D'après vous, est-ce que par rapport aux années 70 en France, il y a plus ou il y a moins d'infidélité de manière globale, hommes et femmes confondus? Je vous écoute. De nouveaux messages. Plus, 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 moins. OK, très bien. Donc je vois qu'une majorité d'entre vous évoque la possibilité qu'il y en ait plus. Alors, avant de vous répondre, je peux vous dire, en tous les cas, qu'au niveau de l'Union européenne, il semblerait, moins on peut rompre plus facilement. Ah oui, je comprends la logique. Oui, 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 oui. Elle est intéressante et dans l'article, cette logique était abordée. Qu'effectivement, dans les pays où on peut plus facilement rompre une union, il pourrait y avoir moins d'infidélité. Mais encore, je vous montre le tableau, il va vous répondre très bien. Vous allez voir, ça pique un peu. Alors, je partage avec vous, nous y sommes. Donc vous voyez, c'est
le taux, donc en noir, c'est le taux au niveau des femmes. En bleu, c'est le taux au niveau des hommes, par des femmes et des hommes ayant déjà eu un rapport sexuel avec une autre personne que leur partenaire. Donc vous voyez, ça commence en 70. On a quelques données qui manquent entre 2016 et 2022 du côté des hommes, mais vous voyez qu'il y a quand même une augmentation qui est très, très nette. Je dirais, hein, que ce soit hommes et femmes. Alors je dirais l'augmentation est encore plus grande du côté des femmes, qui partaient à 10 hein, dans les années 70 et on est à quasi 40 et je dirais du côté des hommes, on était, là en 2016 à 49 il semble qu'on soit redescendu à 46. Alors j'ai essayé de chercher les sources de cet article qui se basait quand même sur plusieurs sondages IFOP, qui étaient à la base des sondages téléphoniques sur des échantillons représentatifs quand même assez importants. Donc je pense que au vu des sources que j'ai pu fouiller, puisque je voulais quand même être sûre que ce tableau était sourcé, il me semble que nous pouvons, le prendre au sérieux. Donc je reviens à vous, j'arrête ce petit partage, je reviens à vous. Donc vous voyez, aujourd'hui, qu'en est-il? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs, je dirais qu'il y a le spectre de possibilités s'est élargi, loin des valeurs très traditionnelles avec des nouveaux termes. Alors je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le terme polyamour. Donc dans une relation polyamoureuse, on peut avoir donc plusieurs relations amoureuses. Donc là, il ne s'agit pas juste de relations sexuelles, plusieurs relations amoureuses avec plusieurs personnes, avec le consentement de tous, donc rien n'est caché. Donc il y a l'idée d'une honnêteté, de dire les choses à chacun et il y a quand même l'idée d'amour et d'engagement. Si moi j'étais dans une relation polyamoureuse et que j'ai 2 amoureux, bah, je veux dire, je serais engagée avec ces 2 amoureux et j'aurais pas, en quelque sorte, le droit dans le contrat d'aller avoir des relations sexuelles avec d'autres amoureux. OK? Ça, c'est la relation polyamoureuse. Mais on a aussi de nos jours un nouveau concept qui s'appelle le solo polyamour. Alors, je relis une petite question qui s'était posée là, serait-ce lié? Je fais une petite pause pour vous lire une question, les amis, de Dominique qui nous demande: «Est-ce que la j'imagine que l'augmentation du taux d'infidélité est reliée au développement de l'union libre?» Alors ça, je me pose la question. En fait, justement, j'allais élaborer avec vous tout à l'heure des pistes d'explication et je pense que ce serait vachement riche dans quelques instants qu'on reprenne cette question puis qu'on en débatte tous ensemble de qu'est-ce qui pourrait, voilà, de qu'est-ce qui pourrait, expliquer cette augmentation. Alors, il y a un argument qui avait été soulevé tout à l'heure que je trouvais aussi fort judicieux sur le fait qu'avant, il y a beaucoup plus de choses qui étaient cachées, qui étaient mises sous cloche, qui étaient tabous. Donc voilà, on pourrait dire qu'aujourd'hui, peut-être simplement, on voit au grand jour ce qui jadis était dissimulé et qui est un trait tout à fait humain, intemporel. Ou alors on pourrait se dire: «Est-ce que véritablement il y a une augmentation? À quoi c'est lié dans la société? Est-ce que c'est lié au déclin?» Bah, je dirais, justement des religions monothéistes qui étaient quand même très prégnantes, très fortes et que justement il y a plus de liberté, d'union libre? Vous verrez, on va se poser la question et j'ai quelques hypothèses à vous soumettre, puis on en parlera ensemble. Donc je ne sais pas, je reprends ce que je disais, je ne sais pas si vous connaissez le terme de solo polyamour, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert au travers des recherches dédiées à ce webinaire. Donc le solo polyamour, c'est comme le polyamour, sauf qu'en fait, il y a pas d'engagement. Donc concrètement, je peux avoir, plusieurs amoureux et aussi avoir des relations sexuelles à côté. Je ne suis pas engagée avec les amoureux que j'ai dans la relation polyamoureuse. On a aussi d'autres notions comme la notion de trouble ou triade que vous connaissez peut-être. Donc je dirais le trouble, c'est 3 personnes, un triangle qui sont engagées ensemble, qui d'ailleurs parfois vivent ensemble. Ils sont engagés émotionnellement, ils se veulent fidèles entre 3, donc il y a pas de dans leur contrat, il y a pas de relation hors du trouble. Après, il y a toute le vaste éventail et je ne pourrais être exhaustive autour du libertinage et peut-être qu'un jour on dédiera nos webinaires au libertinage. Je trouve que c'est un thème important dans la société et qui lui aussi mérite d'être abordé avec, beaucoup de neutralité, beaucoup de bienveillance pour accueillir, pour comprendre, pour explorer. Donc toutes les pratiques autour du libertinage qui peuvent être très, très vastes et là aussi on est vraiment dans quel contrat pour ce couple. Pour certains couples, le libertinage, ils vont aller en club libertin, juste ils regardent mais ils touchent pas. D'autres, ils peuvent faire toutes sortes de caresses tant qu'il y a pas de pénétration et ainsi de suite. Donc vous voyez tous les contrats de couple
sont aujourd'hui extrêmement vastes et en tout cas, beaucoup moins tabous qu'avant. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors après, bien sûr, vu que nous ici, on est là aussi avec Profiler Connection, j'ai envie de vous dire, est-ce que les réseaux, c'est une des choses que je suis allée chercher tout de suite dans des études sociologiques et tout ça, est-ce que les réseaux, on va dire surtout depuis, allez, l'avènement de Mythique, allez, on va dire depuis 20 petites années, est-ce que les réseaux ont pu jouer un rôle là-dedans? Est-ce que les réseaux jouent un rôle dans l'augmentation du taux d'infidélité, dans cette, modification-là? Effectivement, on pourra se dire que, ben, déjà, les connexions sont facilitées, soit avec des partenaires nouveaux, soit avec des partenaires anciens. Vous en connaissez, non, de ces gens qui ont retrouvé leur amour d'enfance, nanana, et qui sont peut-être d'ailleurs ont quitté tout ce qu'ils avaient pour se mettre avec leur amour d'enfance, et cetera. Donc, vous voyez, ça ouvre des connexions, ce qui est à la fois, bien sûr, bah, absolument magnifique, mais forcément, ça ouvre des champs de possibilités, ou comme le disaient certains dans un article que j'ai lu et que j'ai là sous les yeux, ça ouvre des tentations, si on veut l'appeler ainsi. Alors après, ça peut avoir aussi d'autres effets pervers, c'est que ça peut aiguiser la jalousie. On se met à surveiller son conjoint sur les réseaux, avec qui il chatte, qui c'est qui a liké ses publications ou des choses comme ça. Donc c'est à double tranchant. Les réseaux peuvent certes jouer un rôle dans le fait que ça ouvre plein d'options et que c'est facile et que ça peut être caché, et en même temps, ça peut aiguiser la jalousie. Donc en tout cas, c'est sûr que la question des réseaux sociaux et la question de toutes les applis de rencontres, ça pose un questionnement au niveau, d'ailleurs, je pourrais vous retrouver les chiffres, c'est vrai que j'ai pas songé à les prendre aujourd'hui, mais il y a des chiffres sur le nombre de personnes qui sont sur les sites de rencontres et qui ont déjà un conjoint, et franchement, là, je les ai étudiés quand on a fait l'étude de marché pour Profiler Connection, et ça m'a fait: «Ah, waouh! Ah ouais, autant que ça!» Et c'était vraiment pas peu. Donc vous voyez, on voit bien que cette question, elle se pose. Et maintenant qu'on a, vous voyez, observé à la fois les aspects sociologiques, historiques, les chiffres pour mieux comprendre, j'aimerais qu'on se demande, donc d'une part, tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, pourquoi ça évolue, mais aussi qu'on se demande, est-ce que c'est important? Pourquoi c'est important? Qu'est-ce qui est important? Voilà, et là aussi de la manière la plus neutre possible. Alors déjà, moi, ce qui me vient, c'est de se dire que ce qui est important, c'est la communication. C'est le premier truc. S'il y avait un truc à transmettre, à partager, c'est que là aussi, chaque couple peut avoir son propre contrat, mais c'est important de communiquer dessus. Parce que non, la fidélité, ça va pas de soi. Donc ça doit être discuté dans un nouveau couple qui se rencontrerait, par exemple, au sein de Profiler Connection. C'est un sujet qui doit être vite mis sur la table parce que ça n'a rien d'une évidence. Et non seulement ce sujet doit être mis sur la table une fois dans un couple, mais plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai regardé des statistiques dans le même article là que je vous ai montré, et je vais vous à nouveau, je me permets de m'adresser à vous les amis. Pourriez-vous me dire, selon vous, me répondre dans le chat, entre quel âge et quel âge les gens commettent le plus d'infidélité? Est-ce que c'est entre 20 et 30 ans? Est-ce que c'est en et cetera? Est-ce que vous pourriez me donner la ou les dizaines? J'aimerais bien avoir vos estimations. Si ça m'aiderait à poursuivre. Donc je lis entre 40 et 50, entre 30 et 50, 40 et 50, 40 et 50. OK, vous y êtes presque tous. C'est entre 40 et 60. Donc, vous voyez, ça veut dire que c'est une époque où beaucoup de couples, bon, soit on pourrait imaginer que c'est un nouveau couple, famille recomposée, blablabla, mais si c'est pas le cas, c'est un couple qui est ensemble depuis 10 voire 20 ans, et donc qui, je dirais, quelque part, va peut-être avoir besoin d'une redéfinition de son contrat de couple. Donc quand je dis communiquer sur les besoins des uns et des autres en termes de fidélité, c'est pas qu'une fois, c'est recommuniquer, revalider ensemble. Et oui, oui, j'avais compris que c'était ne t'inquiète pas pour les fautes de frappe, j'avais bien compris qu'à 4 ans, à l'âge de 4 ans, le risque d'infidélité était assez limité. Donc toujours est-il que déjà définir un contrat de couple, mais de manière précise. J'ai envie de dire, parce que pour certains, est-ce qu'un bisou, c'est une infidélité? Pour certains, bien sûr que oui, ça se discute même pas. Bien sûr que je veux pas que tu embrasses une autre personne que moi. Mais pour d'autres, mais il y a aucun problème, ça, c'est pas une infidélité. Pour certains, avoir un conjoint qui, une fois, aurait un dérapage et puis a une soirée, a une relation sexuelle parallèle, bon, c'est pas génial, mais c'est pas grave. Pour d'autres, c'est catastrophique, ça met fin au couple. Tout ça, ça doit être dit, ça doit être négocié, ça doit être discuté.
et c'est des sujets sensibles. Et j'ai envie de vous dire que c'est des sujets d'autant plus sensibles qu'on a eu des attachements blessés. Pour ceux qui le souhaitent, hein, il y a un de nos webinaires qui traite aussi des blessures d'attachement et je vous invite à le regarder si c'est pas encore fait. Parce que quand on a un attachement insécure, je rappelle, ça représente 45 de la population mondiale, c'est pas rien. Quand on a un désattachement insécure, qu'il soit évitant, ambivalent ou désorganisé, oui, même évitant, toutes les questions de la fidélité seront super sensibles. Ça va toucher aux blessures de rejet, ça va toucher aux blessures d'abandon et ça va être super sensible, même si de prime abord, la personne n'en a pas conscience et se dit: «Non, mais non, pour moi, c'est léger, pour moi, c'est cool». Ben, en général, moi, je peux vous dire d'expérience, quand il y a eu des blessures d'attachement, c'est pas léger. C'est des thèmes qui demandent à être vraiment réfléchis. Au contraire, le plus une personne est sécure, le plus effectivement, elle pourrait se questionner sur ce qui lui convient en termes de monogamie, polygamie, polyamour, solo polyamour ou autre, parce que son socle de sécurité fait qu'elle ne remettra pas en question la valeur de soi, qu'elle ne sera pas réactivée dans de profondes blessures d'abandon. Donc déjà, ce que je pourrais dire pour, je dirais être en connexion avec soi et être honnête avec soi et ne pas se mentir sur ces sujets, c'est que si on a conscience d'avoir des attachements blessés, l'option polyamoureuse ou autre est souvent fragilisante et peut exposer à une retraumatisation. Alors que peut-être si on a eu un attachement très sécure, ça va être beaucoup plus facile et plus léger à assumer. Après, pourquoi c'est un enjeu la fidélité? Parce que comme le dit bien le mot fides, c'est une question de confiance. Vous vous rappelez dans la définition de parole donnée. C'est pour ça que je vous parle de contrat, de trouver dans votre couple le bon contrat qui aille à chacun. Et puis, c'est une question aussi, je dirais, bien sûr, de valeurs et de croyances. Pour certaines personnes, la fidélité, c'est une valeur morale forte, c'est en lien avec la religion. Pour d'autres, absolument pas. Pour d'autres, c'est une question de respect. Donc, s'il y a pas de fidélité, la personne se sentira pas respectée, se sentira insultée, mais aussi de valeur de soi. La personne se sentira rabaissée, se sentira moins bien qu'eux. Alors que parfois, ça n'aura mais strictement aucun rapport. Et pourtant, c'est ça que ça va renvoyer à la personne, qu'elle est moins bien, qu'elle est dévalorisée, qu'elle se sent abandonnée. Donc ça va impacter son estime de soi et ça, c'est important de s'en rendre compte. Après, bien sûr, comment vous dire? Pour moi, il y a un vrai enjeu qu'il est important d'aborder et c'est là que je vais faire le lien avec les changements de l'époque actuelle. C'est, un adage qu'on dit alors je reviens sur la très belle citation qu'on avait mis sur nos réseaux, qui était une citation de Marc Lévy: «Aimer, ce n'est pas renoncer à sa liberté, c'est lui donner du sens». Alors est-ce qu'on pourrait dire pareil avec être fidèle? Être fidèle, c'est pas renoncer à sa liberté, c'est lui donner du sens. Alors dans l'absolu, je trouve que cette phrase est magnifique et j'adhère avec mon cœur. Mais si on reste, réaliste et terre à terre et qu'on pense à ces couples dont on parle là, qui entre 40 et 60 ans sont ceux qui commettent le plus d'infidélité, que pour les femmes, on est aujourd'hui à un taux de 40 quasiment et les hommes de 50. Je trouve qu'il faut quand même remettre bien les pieds sur terre et si la fidélité, c'est aussi un choix et parfois un renoncement. Dans le sens, si j'ai choisi cette personne pour m'accompagner dans la vie, alors je renonce aux autres hommes, aux autres femmes qui auraient pu m'accompagner. Et oui, c'est un choix fait et refait comme si on choisit et rechoisit l'être aimé à plusieurs reprises. Et donc quelque part, la fidélité, c'est s'exposer à la frustration. Parce que oui, si vous êtes en couple et même si vous êtes amoureux et que vous n'avez pas forcément un truc à reprocher à votre conjoint, mais que vous avez eu un crush sur quelqu'un que vous avez vu dans la rue, à une fête, au travail, que sais-je encore, et que vous vous dites: «Ben non, non, j'ai pas envie de faire ça parce que dans mon contrat de couple à moi, c'était la fidélité et cetera, je l'exclusivité donc non». Alors évidemment, ça va vous exposer à la frustration et une frustration qui peut être très élevée. Là aussi, en psychotraumatologie, j'ai accompagné des gens qui ont choisi je dirais, se tenir à leur contrat de couple, mais pour qui ce renoncement est très, très, très douloureux et ils avaient besoin d'être accompagnés. Donc oui, choisir quelqu'un, c'est aussi renoncer à tous les autres et ça pas que pour 2 ans. Si on s'est pris sur un engagement important pour des années. Et aussi, c'est quelque part, c'est aussi choisir de parfois de protéger l'autre, de se mettre soi en deuxième position.
Se dire: «Ben oui, telle personne, elle m'attirerait, ben oui, ça pourrait être un petit crush vite fait comme ça, l'autre le saura jamais, mais s'il l'apprend, comment est-ce que je vais l'abîmer? Comment est-ce que je vais abîmer sa confiance en lui, sa confiance en elle, sa notion de la valeur de soi?» Donc des fois, c'est un choix qui implique de se mettre soi en deuxième position et de mettre la personne choisie tout en haut de la pyramide. Et je pense que l'époque actuelle n'est pas forcément très favorable à tout cela. D'une part parce qu'on est dans une société où, en tout cas dans les pays occidentaux, où on est de moins en moins soumis à la frustration. Justement, avec l'avènement d'internet, tout va vite, on peut obtenir ce qu'on veut. Vas-y, je veux un objet, je le commande sur Amazon, hop, je me connecte sur les réseaux sociaux, je veux lire un livre, hop, je peux le lire, l'acheter, hop, je veux acheter regarder un film en streaming, bing, bing, bing. Vous voyez, tout est immédiateté. Les gens ne sont pas suffisamment exposés à la frustration. Parce que la frustration, elle a aussi un rôle dans une construction psychologique et on le voit même dans l'éducation aujourd'hui. Combien j'accueille de familles en guidance parentale, en thérapie systémique, autour du thème d'enfants qui n'arrivent pas à accepter la frustration, qui même à des âges avancés font des colères pas possibles. Donc, vous voyez, la frustration, c'est un gros thème de notre époque. Et peut-être qu'aussi, c'est cette difficulté à affronter la frustration qui peut expliquer en partie, et seulement en partie, bien sûr, la situation. Et puis le fait, ben voilà, est-ce qu'on est dans une société qui ne serait pas de plus en plus individualiste? Et donc parfois mettre l'autre au milieu et soi de côté, en disant: «Bon, bah, OK, bah, peut-être moi j'ai envie, mais non, là non». Bah, c'est peut-être est-ce que c'est vraiment la valeur qui prime dans une société où même parfois le développement personnel, que je peux beaucoup apprécier, hein, au demeurant, certains éléments du développement personnel sont merveilleux, mais on est une société «Occupe-toi de toi, centre-toi sur toi». Mais à quel moment, en fait, on se centre sur l'autre? Et n'est-ce pas aussi la définition de l'amour? Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui entrent qui entrent en ligne de compte. Après, si je reviens sur le mot «exclusif», ce que j'aimerais aussi évoquer, c'est l'idée que exclusif, c'est pas seulement, en termes vous voyez, c'est pas forcément la même chose que fidèle. Pour moi, on peut être fidèle et inclusif. J'entends par là, on peut avoir choisi de ne pas avoir de relations sexuelles ou autres en dehors de son couple, mais pour autant être très inclusif, être très accueillant. Vous voyez, avoir beaucoup d'amis, être un couple qui accueille, être un couple qui a le cœur ouvert, un couple, un trouble ou ce qu'on veut. Mais je trouve que c'est beau aussi de se dire que le repli sur soi d'un couple, c'est aussi un danger, c'est aussi quelque chose à réfléchir. Donc c'est pour ça que je mettrais des nuances entre le terme «fidèle» et le terme «exclusif» qui pour moi va encore un cran plus loin, donc exclusif qui vient de excludere, donc on exclut. Donc j'aurais envie de dire: qui c'est qu'on exclut? Pas ce Est-ce qu'on exclut juste un autre conjoint potentiel avec qui il pourrait y avoir une infidélité ou est-ce qu'on exclut encore d'autres gens? Et ça, c'est intéressant de se questionner aussi sur qu'est-ce que l'exclusivité et comment on peut se construire en tant que couple inclusif, en fait. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc ce que j'aurais le plus envie de transmettre dans ce webinaire, c'est communiquer. Communiquer à cœur ouvert sur ce sujet. Et dites-vous toujours que bien sûr, le contrat est là, le contrat peut être renégociable, mais il faut qu'il soit renégociable à 2. Quelque part, les droits que l'on voudrait s'arroger, offrons-les aussi à la personne qu'on aime. Si toutefois, ben, dans cette fameuse tranche-là des 40-60 ans, si certains ont besoin d'expérimenter, de vivre d'autres libertés, accordons-la nous certes, mais accordons-la à l'autre, dans le respect, dans la communication. Je pense que c'est vraiment la valeur clé quand on parle de fidélité, si on veut, mais même quand on parle de polyamour ou de trouble ou de toutes ces nouvelles formes d'amour qui peuvent être aussi hyper respectables, qui peuvent être des super belles explorations, elles ne fonctionnent que quand il y a une communication impeccable. Et pour ceux qui se sont déjà penchés sur le libertinage, c'est pareil, hein. Les expériences de libertinage et d'échangisme réussies, équilibrantes et épanouissantes supposent une très grande communication, un très grand respect, avec des codes bien précis entre les partenaires et ainsi de suite. Donc ça me semble être la clé d'une relation amoureuse harmonieuse sur ce sujet, c'est avant tout la communication. Alors je vous propose aussi maintenant, bien sûr, d'ouvrir un temps d'échange, comme on le fait à chaque fois. Et si vous, vous avez d'autres hypothèses sur les changements actuels, avec les taux que je vous ai montrés, si vous avez des choses, vous avez envie de dire des choses qui vous interpellent, si vous avez même envie, voilà, d'apporter une contradiction, ben,
allez-y, c'est vraiment volontiers, que j'apprécierais d'échanger avec vous et que je lirai, comme d'habitude, vos questions ou vos remarques à haute voix. Et le déni dans tout ça. Eh oui, eh oui, parce que je dirais que le déni, puisque la question c'est: «Et le déni dans tout ça?» Bah, le déni pour moi déjà c'est l'inverse de la communication. C'est déjà la problématique de la personne qui ne communique pas avec elle-même. Donc qui est déjà parce que c'est vrai que je disais que la clé c'est la communication avec son conjoint. Mais déjà merci de soulever cette question parce qu'au final la clé c'est déjà d'être en introspection avec soi. Et des fois c'est pas évident. Parce que je pense que pour certaines personnes, ce qu'elles veulent est très clair et voilà et pour moi c'est comme ça mon point de vue sur la fidélité, il est comme ça et c'est hyper pouf. Et je pense que pour d'autres personnes, c'est une réalité très complexe, qui peut faire appel à des réalités passées, au couple parental, à leur idéal de couple. Et si tout ça, la personne, elle est pas rentrée à l'intérieur pour se connecter à son histoire, à ses souhaits, à ses intentions, bah, déjà, comment pourrait-elle communiquer tout ça? Et pour dans ce style-là, c'est aussi pour ça qu'on a des coachs qui sont formés pour moi chez Profiler Connection. C'est pour aider les gens à rentrer dans cette introspection, pour, avoir une communication juste et équilibrée par rapport à leurs besoins, pour qu'ils puissent communiquer leurs besoins. Est-ce que ma réponse, convient, Chantal? OK. Pareil, s'il y a d'autres, remarques, questions, avec grand plaisir de vous écouter. Ou même si j'ai pu dire quoi que ce soit qui vous interpelle, avec lequel vous êtes pas d'accord, bienvenue aussi bien sûr à le manifester. Fleur, c'est Valérie là, parce que je voulais écrire ma question, mais c'est peut-être plus simple que je la pose. Par rapport justement à, tu nous as dit tout à l'heure, il y avait un pourcentage qui t'avait surpris de personnes qui étaient sur des sites de rencontres tout en étant en couple. Je sais qu'une des volontés de Profiler Connection, c'est de proposer un environnement sécure et safe. Est-ce que par rapport à ça, on a un moyen de, parce que finalement, si les gens sont pas honnêtes, comment faire? Parce que finalement, il y a des applis qui sont faites justement pour des gens qui sont en couple, et là, je veux dire, les choses sont claires. Oui, là au moins, ce genre d'appli, au moins on sait où on va. C'est des applis pour personnes en couple qui cherchent une relation à côté, donc là au moins alors nous, c'est clairement pas ce qu'on promeut. Enfin, pour moi déjà ce qu'on promeut, c'est la vérité et l'authenticité. Et d'essayer d'être le plus, ben, respectueux, aimant, bienveillant possible avec les personnes qu'on va rencontrer. Bon, alors déjà avec notre algorithme, déjà, c'est pas alors bien sûr, on peut rencontrer enfin, on peut échanger avec plusieurs personnes et il y a plusieurs personnes qui sont proposées comme étant compatibles, mais pas non plus pléthore, une avalanche et on va se mettre à parler avec 18 personnes en même temps. Et puis comme on proposera la messagerie progressive qui permet que donc d'abord on échange d'une manière épistolaire, par email, puis on échange avec la voix, puis et cetera, puis des photos, mais pas des photos de soi. Bah, le fait est qu'il faut prendre ton temps et j'ai envie de dire que si quelqu'un est vraiment dans la quête d'une relation, éphémère, immédiate, bon, c'est un 5 à 7 là ce soir, vite avant de rentrer, voir mes mères à la maison, j'ai envie de me faire plaisir. Je suis désolée d'être aussi sarcastique, mais c'est aussi une réalité qui existe, quoi. Ben, Propeller Connection, ce sera clairement pas la bonne appli pour ça, quoi. Parce que s'il faut converser au moins 2 semaines avec chaque personne avant d'avoir l'opportunité de parler avec et de la voir, vous Voilà, voyez? ça va faire un tri. Voilà. Mais c'était aussi le but de la messagerie progressive qui sortira dans notre version 1.5, c'est-à-dire au bout d'un mois seulement, où vraiment le but, ce sera que les gens, ils apprennent à se connaître. Et ça, je pense que si on a une conversation, tôt ou tard, en approfondissant, on va finir par tomber sur certaines vérités et c'est important. En tout cas, à mon sens, c'est important. Alors, je vais me permettre de lire les questions que je vois là. De Valérie d'abord, d'où l'intérêt d'échanger sur la vision du couple de chacun afin de voir si les deux visions sont compatibles et peuvent se rencontrer de manière harmonieuse et pérenne. Ben voilà, je suis tout à fait d'accord, c'est exactement ça. Échanger et continuer d'échanger au fur et à mesure de la vie du couple. Alors évidemment, il y a un sujet qui me paraît évident aussi à aborder, c'est y a-t-il forcément
un lien? Et c'est une question que je laisse ouverte parce que sincèrement, j'ai pas la réponse et j'ai reçu tellement de couples en psychotrauma suite à une infidélité et que j'essaye d'accompagner pour, retrouver cette résilience à la fois au sein de soi et parfois au sein du couple, que la question, je laisse seulement la question, mais j'ai pas la réponse. Est-ce que c'est forcément, quand il y a une infidélité, est-ce que c'est forcément parce qu'il y a de l'insatisfaction dans le couple? Alors, par exemple, dans l'article dont je vous ai parlé, dont je vous ai montré un petit tableau, ils avaient essayé de montrer que dans certains pays européens, en fait, ils ont d'abord posé des questions sur êtes-vous heureux et épanoui dans votre couple? Alors, sachez que les Français, ils arrivaient très, très bas en Europe, hein, mais très, très bas. On avait un taux de moins de 40% de satisfaction. C'est pas terrible quand même, hein, à l'échelle globale, hommes et femmes confondus, alors que dans d'autres pays européens, comme en Grande-Bretagne ou autres, les taux étaient beaucoup plus élevés. Donc et après, ils comparaient pour voir si est-ce que c'est dans les pays où il y avait le plus grand taux d'insatisfaction dans le couple, qu'il y avait forcément plus d'infidélité. C'était pas forcément évident, évident. Donc ça, c'est une question que je me pose, que je vous pose. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous pensez que ça a forcément toujours un lien? Alors je continue, vous me répondrez peut-être un peu plus bas, mais je continue à lire ce qui est écrit là. Donc Dominique, frustration, condition du sujet qui se voit refuser ou se refuse la satisfaction d'une demande pulsionnelle. Tout à fait. Je trouve ça intéressant ce qui est dit là, Domi, parce que ça fait aussi la différence entre le plaisir et le bonheur. Le mot pulsionnel, il est judicieux en fait. Parfois, ben, on peut avoir, comme je disais, un crush pour une autre personne que la personne qui avait été choisie à l'origine, et c'est comme une pulsion, un désir qui peut être très fort et qui pourrait être confondu avec l'amour. Parce que le désir, attention, c'est pas un petit truc, hein. D'un point de vue psychologique, le désir, c'est une énergie, mais extrêmement puissante, qui dépasse largement le désir physique et sexuel. Et ça peut être confondu avec l'amour. Et donc, c'est difficile de se refuser cette satisfaction. Mais le plaisir et le bonheur, c'est deux choses différentes. Pour moi, le bonheur, il est dans la relation, dans le lien, dans quelque chose d'harmonieux qui se construit. Donc merci d'avoir fait cette remarque parce qu'effectivement, on a une différence là dans la pulsion et entre plaisir et bonheur. Je pense est-ce que c'est clair ce que j'ai dit, ça va? Ouais? OK. Alors, Amandine Marie, si l'un des conjoints va voir ailleurs, mais qu'il ne supporte pas que l'autre le fasse. Ah ben oui, ah ben oui, ça c'est déjà une question, bah, c'est là qu'on a toute la problématique, je disais, du patriarcat ou peut-être si ça peut être dans l'autre sens aussi, hein, si c'était vu dans l'autre sens, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi, on est dans l'égalité et le respect, c'est-à-dire les droits que je m'arroge, je veux les donner à l'autre. Je peux pas, moi, m'arroger des droits dans un couple et moi, j'ai le droit, d'aller faire ci et ça et l'autre non. Puis ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec le terme exclusif qui relevait du mot appartenance. L'autre ne m'appartient pas plus que nos enfants ne nous appartiennent quand nous sommes parents. Et pour moi, de nos jours, avec aussi l'évolution du féminisme, on avance vers plus d'égalité et de communication juste. Donc ça ne devrait pas être admissible que l'un des conjoints puisse faire quelque chose qui l'interdit à l'autre, même si malgré tout, c'est ce que je vois très, très souvent dans mes accompagnements en cabinet. Et c'est là qu'on voit aussi l'être humain, toutes les contradictions qui peuvent être les nôtres. Mais dans un couple qui, pour moi, se voudrait sécure, au contraire, on ne pourrait, accepter de s'offrir à soi des libertés si on ne les offre pas à l'autre. C'est évident. Alors Chantal, il y a effectivement aussi des situations d'entre-deux. Alors, où par exemple une personne est en instance de séparation. Alors toute la complexité de ce genre de situation, c'est quand en fait finalement la séparation n'aboutit pas. Ce que j'ai pu voir là aussi en cabinet moult fois et je suis sûre que même vous dans votre entourage, vous avez pu le voir, bah, une personne est en instance de séparation, a une autre relation à côté, puis finalement retourne avec le conjoint d'origine. Alors l'autre qui était au milieu, bon, bah, hein, voilà, ça peut engendrer bien des blessures, bien des dommages et des traumas ou des réactivations de traumas. Donc c'est ça qui des fois peut être compliqué. Moi, c'est plus la séparation est actée, plus c'est facile. C'est-à-dire plus la séparation peut être actée par X ou Y, voilà, résolution et acte posé concrètement, plus ce sera facile de recréer quelque chose. Puis des fois, il y a aussi une question qui est très vaste et là-dessus, j'ai aucune réponse prédéfinie, mais absolument aucune parce que je pense qu'il
il y a autant de réponses qu'il y a d'êtres humains. Alors, on pourrait avoir 2 théories. Soit on se dit quand quelqu'un a fait une séparation, il lui faut un temps de deuil et ce temps de deuil, il est différent pour chacun et on pourrait avoir un truc statistique du type: plus la relation a été longue, plus le temps de deuil doit être important et donc pendant que la personne est dans son temps de deuil, il faudrait pas qu'elle ait d'autres relations parce que sinon elle va pas arriver à s'épanouir. Alors ça, c'est une réalité théorique, idéale d'un point de vue de la psychologie, mais des fois, dans les faits, ça se fait pas comme ça. Des fois, la rencontre, elle se fait à un moment où, bah, on était encore en cours de deuil et puis cette rencontre, elle permet justement de s'extirper du deuil. Mais c'est complexe. La question du deuil, d'une relation, d'une séparation, je pense que c'est une question qu'on abordera dans un webinaire parce que je la trouve riche, je la trouve importante et donc j'y reviendrai. Et bien sûr, comme tu as dit Chantal, on mise tout sur l'honnêteté. Évidemment, être le plus transparent possible pour indiquer à l'autre où on en est dans sa phase de séparation. Tout à fait. Alors, Amandine, la règle des 80-20 me paraît une bonne manière de réfléchir sur le fait d'avoir une envie de tromper son conjoint. Alors, pardonne-moi, peut-être que je date. Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne sur la règle des 80-20? C'est-à-dire? Éclaire-moi, Amandine, s'il te plaît. Excusez-moi, du haut de mes 43 ans, je dois être un dinosaure et je n'ai pas Euh, compris. Tu m'entends là? Je t'en prie. Oui. En fait, la règle des 80-20 dit que dans un couple, on a, en gros, 30%, il y a 80% qui nous vont bien et il y a 20% qu'on ne peut pas avoir. On ne peut pas tout avoir dans une personne, on peut pas 100% de tout ce qu'on désire. Et souvent, et on se dit, tiens, je vais aller trouver mes 20% ailleurs. Et après, on se retrouve dans un autre couple, on a les 20%, mais du coup, on n'a pas les 80% qu'on avait avant. Enfin, c'est compréhensible ce que je veux dire. Tout à fait, oui, oui, je pense qu'on a tous compris. C'est judicieux du coup, effectivement. Comme tu dis, une personne peut difficilement rassembler tout et surtout rassembler tout à toute époque. Imaginons un couple qui dure quelques années quand même, hein. Ça va être peut-être que la Mhm. personne pourra rassembler tout à un temps donné, mais pas tout le temps. Et puis même, est-ce que ce serait bien qu'elle rassemble tout? Serait-ce même souhaitable? Et j'aime bien ton hypothèse des 80-20 parce qu'on est allé voir ailleurs pour trouver les 20% mais qui manque le reste. Alors après, il y a aussi quelque chose qui est intéressant si j'allais approfondir ce que tu dis, ça je l'ai beaucoup vu moi en thérapie de couple. C'est que dans les premiers temps d'une rencontre, il peut arriver que d'un crush, imaginons, extra-conjugal, que la personne pour qui on a le crush, elle se montre sous ses meilleurs atours. Elle est adorable, elle est agréable, il y a jamais de soucis, il y a pas un mot plus haut que l'autre, c'est l'harmonie. Sauf que ça, des fois, ce n'est qu'apparence et quand les 2 apprennent à mieux se connaître, ben, il y a des anicroches, ben, c'est pas harmonieux, ben, en fait, ça se passe pas du tout bien et en vrai, c'est pas du tout compatible. Mais on peut tous se laisser bercer et se laisser berner par les petites étoiles du début. Mais c'est important pour moi quand on a forme aussi de sagesse et d'expérience de dire que c'est pas parce qu'on croise quelqu'un dans une fête et qu'on l'a vu plusieurs fois, parce qu'on croise quelqu'un au boulot et qu'on le voit tous les jours au boulot, qu'on connaît cette personne, qu'on la connaît intimement et ce qu'elle est tous les jours chez elle en tant que compagnon ou compagne. Ça, c'est une nuance qui me paraît importante à faire quand on réfléchit à ces 80-20. J'ai vu ça tellement de fois dans des couples que j'accompagnais. Ah ben oui, j'ai eu une relation avec un tel, au début c'était tellement cool, il m'offrait tout ce que mon mari m'offre plus, et puis en fait au bout de X mois de relation avec, un tel, ben en fait un tel, il s'avère que non, c'était une galère pas possible en fait, que la relation était très, très douloureuse. Donc voilà, si vous connaissez quelqu'un dans un autre cadre que le cadre amoureux, c'est très différent. Et ça, c'est une réalité à savoir quand des fois il y a des coups de cœur, voire des coups de foudre, de bien nuancer les choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Et j'aime bien revenir sur ce que tu disais, Chantal, par rapport au déni. C'est hyper important d'être au clair avec soi. Et si vous avez identifié que vous avez des attachements blessés,
Dites-vous que c'est encore plus important d'aller être au clair avec vous-même pour communiquer la bonne chose. Parce que si par exemple on se ment à soi en se disant que ben non, pour moi la fidélité c'est pas du tout un enjeu, moi je suis super sécure, j'ai pas du tout besoin que ça. Bah, si on s'est menti à soi, le jour où ça se découvre, ça va piquer fort, fort, fort. Alors autant être très au clair et très honnête avec ses besoins, être en fait non jugeant avec soi déjà. Ça me semblerait être le premier, avant même d'être non jugeant avec un autre et non jugeant sur un thème aussi sensible, déjà être non jugeant avec soi. Alors, je lis la suite. Et si ces 20%, c'était 20% d'amour de soi? Ah oui, dans la fameuse règle des 80-20, ces 20% qui manquent, c'est aussi 20% d'amour de soi. Puis après, je vais aller aussi être jusque, j'adore cette idée, parce que ça veut dire que le conjoint, il ne doit pas tout nous apporter. On ne doit pas lui donner cette fonction. Alors c'est vrai que j'aime pas le mot injonctif, donc j'aurais peut-être pas dû dire doit, mais je pense qu'il serait préférable de ne pas donner une telle importance à son conjoint, une telle pression qui devrait nous apporter le 100%. Moi, je suis heureuse d'avoir aussi des amis qui m'apportent des choses, d'avoir des activités qui m'apportent des choses en toute autonomie et de m'apporter des choses à moi-même. J'ai pas envie que mon conjoint remplisse absolument les 100% et tous les rôles. Puis imaginez-vous si ça, vous vivez ça dans un couple et que votre conjoint disparaît. Ah, quelle que soit la façon dont il disparaît, mais il se passe quoi? C'est un effondrement total. Donc, est-ce serait souhaitable qu'une personne représente les 100%? Je n'en suis pas si sûre. J'aime beaucoup cette idée d'autonomie émotionnelle qui est évoquée là. Alors, Chantal, donc oui, et tromper, alors tromper sans se l'avouer. Qu'est-ce que ça veut dire du coup, tromper sans se l'avouer? Déjà, qu'est-ce qu'on appelle tromper? Parce que ça, c'est une grande question. La définition du mot tromper ou d'avoir une infidélité, elle ne sera pas toujours la même. Oui, en rapport avec le déni. Alors après, bien sûr, ça dépend, là encore, j'allais dire, où commence et s'arrête tromper. Et ça, c'est une grande question que je vois aussi dans les couples que j'accompagne. Est-ce que, par exemple, je vais vous donner un exemple très ancien, que j'ai pu voir en thérapie. Est-ce que avoir une relation seulement, et alors épistolaire, si vous voulez, excusez-moi, je parle à l'ancienne, je suis trop en mode littéraire, mais une relation par message avec quelqu'un qui n'a jamais été vu, jamais rencontré dans la vraie vie, mais où il y aurait vachement d'intimité dans les messages, des messages à connotation hyper sexuelle. Est-ce que ça, c'est tromper? Ils se sont jamais vus, ils se sont jamais touchés. Est-ce que c'est tromper? Vous voyez déjà comme c'est complexe, tromper. C'est pas pareil pour chacun. Donc peut-être que pour une personne, elle fait ça et dans son esprit, elle trompe pas. Donc bien sûr, elle se l'avoue pas puisqu'elle trompe pas. Vous voyez comme c'est complexe au final? C'est pour ça que je disais la communication, elle est vachement importante. Il faut que je connaisse mes limites, mais il faut absolument que je connaisse les limites de l'autre. Et surtout, si je sais qu'en face, l'autre, il a un attachement blessé, c'est encore plus important que je connaisse ses limites. OK? Alors, je lis une remarque de Valérie: «L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est verte là où elle est arrosée». Yes! J'aime bien cette idée que aussi un couple, c'est quelque chose qui s'entretient, dont on prend soin et parfois aller chercher ces fameux 20% ailleurs, c'est aussi une manière de fuir. Au lieu d'aller résoudre, parfois d'aller creuser, et je ne dis pas ça pour tout le monde, car il y a aussi beaucoup de couples qui s'adonnent vraiment à une vraie recherche d'harmonie dans leur couple, hein. Mais parfois, je dis bien parfois, aller ailleurs, c'est une façon de fuir et de pas cultiver ce qu'on a là. Je vais aller, voir dans le jardin d'à côté au lieu de retourner la terre de mon jardin à moi. Parce que retourner la terre, c'est fatigant, c'est crevant. Là-bas, il y a des fleurs déjà. Donc merci de cette métaphore qui est intéressante. Alors, donc Valérie, dans les accompagnements que tu fais, quelles sont les principales raisons évoquées qui ont provoqué l'infidélité? Alors, une des raisons qui revient le plus souvent, quand même, c'est, le manque de relations sexuelles. Ça, c'est une raison qui revient extrêmement souvent. C'est la première qui me vient quand je vois cette question. Un des membres du couple se sent délaissé. Alors souvent, se sent délaissé sexuellement, mais parfois ça peut aller plus loin. C'est pas juste, c'est pas seulement sexuel, ça peut être plus vaste que ça.
la personne se sent délaissée, comme si elle était plus intéressante, plus attirante, comme si elle était laissée de côté. Et du coup, dans cette impression de ne plus être investie, ben, s'ouvre la possibilité de pouvoir être vue, être reconnue, être estimée par quelqu'un d'autre et retrouver une forme de confiance en soi. Et alors ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup quand on accompagne aussi avec les problématiques de parentalité. Donc, c'est pour ça qu'on a cette fameuse étape des 40-60 dont on parlait tout à l'heure. Et souvent, dans des couples, c'est des gens qui sont ou jeunes parents ou autres. Et c'est vrai que la venue d'un, voire plusieurs enfants dans un couple, ça modifie vachement la balance du couple. Et si le couple ne continue pas de cultiver cette herbe, d'arroser ce jardin, d'avoir des moments d'intimité, de cultiver cette sexualité, effectivement, le désinvestissement peut parfois laisser libre cours à d'autres choses. En tout cas, c'est une des raisons qui revient souvent. Donc je me permets quand on me demande celle qui est la plus fréquemment, ce serait celle-là. Après, bien sûr, il y a souvent des insatisfactions, des manques de communication, un peu comme on dirait les rails du train qui s'écartent. Pendant tout un temps, les rails étaient bien parallèles, puis ça dansait ensemble. Puis à un moment, ça arrive plus à communiquer ou ça arrive plus à se rejoindre et les rails des objectifs s'écartent. Et ça devient des fois carrément incompatible. Ce qui fait que je pense beaucoup, moi, à cet adage, c'est une phrase qui m'est venue en accompagnement systémique, que aimer, c'est accompagner le changement. Parce que si en fait on veut toujours que les rails restent pareils qu'au début, ça peut pas marcher, en fait. L'idée, c'est que forcément, il va y avoir une danse dans la longue vie d'un couple et que des fois, accompagner cette danse, c'est pas évident. Ben, je sais pas, je donne un exemple. Je pense à plein d'exemples de couples que j'ai accompagnés depuis des années. Ben, imaginons un couple où un des deux, quand ils se sont connus, c'était deux individus lambda, vous voyez? Et puis un des deux, du couple, fait un choix professionnel X ou Y ou un choix sportif et devient carrément célèbre. Ça, je l'ai vu et ça arrivait dans un couple. Ah, ça change quand même l'alchimie du couple. Et soit l'autre peut accompagner ça, soit c'est pas possible. Ça génère des peurs, ça génère des inquiétudes. Donc c'est pour ça que je disais aimer, c'est accompagner le changement. Comment on peut s'accompagner l'un l'autre dans le changement sans fuir? C'est ce qui me vient en réponse à cette question, qui est certes complexe et qui mériterait encore de plus amples explications, mais voilà les premières choses qui me viennent. Alors, oui, quand les personnes ne regardent plus dans le même sens. C'est effectivement ça, hein, comme on reprendrait la phrase de Saint-Exupéry que aimer, c'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et ça présuppose aussi vachement de communication. Parce que des fois, il y a aussi tout un art du compromis. Bah ouais, des fois, de prime abord, ben non, tel projet qui a été proposé par un membre du couple, ben l'autre, il va se faire: «Ah mais non, mais je me reconnais pas du tout là dans ton rêve, dans ton projet». Mais peut-être qu'en en discutant, peut-être qu'en avançant, on peut trouver un point de convergence. Et oui, et des fois ça frotte. Et oui, c'est intéressant de ne pas avoir peur du conflit. Alors, il va y avoir plein de webinaires, hein, autour du thème du conflit dans le couple, pour justement, pouvoir, parler d'harmonie et de restauration et cetera. Donc comment, bah, on accepte aussi le conflit et les frottements pour rentrer dans un espace de compromis et réapprendre à regarder dans la même direction. Tout ça, c'est pour ça que je disais que cette communication est la clé. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup Jacques Salomé. Pour moi, c'est un de mes, à vrai dire, un de mes mentors en termes d'accompagnement de couple et qui disait que, ben, lui, dans sa longue carrière d'accompagnant de couple, il disait que la plupart des gens, ils se séparent pas parce qu'ils s'aiment plus, hein. Vous savez, la plupart des gens, ils se séparent parce qu'ils ne communiquent pas correctement. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je crois profondément en accompagnant les couples. Alors du coup, je lis ce qui est écrit là en dessous. Quand les personnes ne regardent plus dans la même direction et du coup, le logo de Profiler Connection représente bien cela. Effectivement, j'aime bien l'idée que notre logo que vous voyez là, derrière moi, regarde ensemble, ils cheminent ensemble sur le chemin et vous voyez dans ce logo, les 2 coloris, impliquent aussi la complétude du yin et du yang. C'est quelque chose que j'avais voulu, instiller dans ce logo, insuffler l'énergie du fait de se compléter et d'une danse du yin et du yang toujours en mouvement, à la fois ce féminin et masculin à l'intérieur de soi et c'est cet équilibre à l'intérieur de la relation. Je dirais même au-delà d'un truc un peu binaire du type masculin-féminin, mais plutôt dans une quête d'équilibre. Donc, merci pour, cette remarque effectivement.
Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter, d'autres choses qui vous viennent? Dans un prochain webinaire, sachez que j'aborderai le thème de la jalousie. Alors ça, je ne peux pas ne pas l'aborder parce que là encore, en psychotraumatologie, c'est un thème majeur, vraiment. Et depuis des années, j'essaye d'accompagner des personnes qui ont des problèmes de jalousie dévorante, qui leur pourrissent la vie, qui leur font extrêmement mal, pour qu'ils comprennent ce qui se joue en eux, pour qu'ils puissent trouver des stratégies pour apaiser à la fois avec eux-mêmes et dans la danse que constitue le couple. Donc je pense que bien sûr, quand on a parlé de fidélité, ça vaudra le coup d'aborder la question de la jalousie. Et là, je reviendrai beaucoup plus amplement sur le thème des attachements. Parce que la problématique de la jalousie, elle est vraiment propre à certains modèles d'attachement. Donc là, on ira à nouveau explorer, mais là aussi, on réfléchira à des stratégies pour travailler sur la confiance. Et là aussi, je serais sûrement ravie d'échanger avec vous. Et c'est à dessein que j'essaye d'aborder des thèmes sensibles, parce que c'est ceux que je vois en cabinet. Parce que quand on a un cabinet de psychotraumatologie, ben, on est exposé beaucoup, beaucoup à de la souffrance. Et croyez-moi, des fois, les souffrances qui se jouent dans les couples autour de la jalousie et de la fidélité, c'est pas que des petites souffrances. Ça peut être des retraumatisations majeures et des réactivations de passé enfantin très douloureux. Donc je pense que c'est des enjeux vachement importants et c'est pour ça que je les amène aujourd'hui. Je pense qu'aborder des sujets sensibles, c'est super important et peut-être même que plus tard dans d'autres webinaires, on les recreusera. Donc merci parce que j'ai trouvé aussi que vos questions et l'ambiance étaient vachement douce, vachement tolérante. C'était très agréable d'échanger avec vous. Je vous remercie beaucoup. Et la semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'accueillir Valérie qui nous parlera de la pleine conscience dans le couple. Valérie, si tu es encore là, souhaites-tu nous dire un tout petit mot pour introduire ton webinaire de mercredi prochain? Es-tu encore là, Valérie? Oui, 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 je suis là. Voilà, donc en fait, il me paraissait intéressant de parler de la pleine conscience dans la relation que cela permet d'entretenir avec soi-même. C'est-à-dire que pendant ces temps, en fait, où on est dans l'accueil de toutes les émotions et de tout ce qui vient sans être dans le non-jugement, ça permet d'avoir une approche de soi-même qui est beaucoup plus juste et qui, justement, pour revenir à ce que tu disais, Chantal, peut nous amener finalement à sortir du déni. Et en étant dans cette acceptation de ce qui est, dans l'ici et maintenant, ça demande toujours d'être vigilant et de ne pas partir dans ce mental qui va nous amener dans des histoires et qui va finalement nous éloigner du moment présent. Voilà. Et j'ai pu constater, donc là c'est de manière personnelle, que en pratiquant régulièrement cet état de pleine conscience, je me suis recentrée énormément sur moi, j'ai appris à accueillir mes émotions et de ce fait, j'ai pu me reconnecter à mon humanité et pouvoir aller à la rencontre de l'autre avec beaucoup plus d'empathie et ça m'a permis d'établir une communication beaucoup plus fluide, docile, bienveillante et empathique. Merci beaucoup, Valérie. Merci. D'ailleurs, j'ajouterais que quand on parle du thème de la fidélité et quand on parlera de celui de la jalousie, c'est vraiment important d'avoir aussi ce regard empathique. Imaginez-vous si en tant qu'accompagnant, vous n'avez pas un regard empathique sur ce thème, comment vous allez accueillir une personne qui vous dit qu'elle-même a commis une infidélité? Et c'est important de pouvoir accueillir ça aussi avec de l'amour. Si vous voulez accompagner un couple qui a traversé ça, c'est impossible de le faire s'il y a pas un regard empathique, clairvoyant, non jugeant sur cela. Et c'est bien important de faire la distinction entre, ben, des fois, les croyances personnelles qu'on peut avoir et aussi, la façon dont on accueille les autres. Mais là, je parle de patients, mais vous, ça peut être vos amis, voilà, d'avoir ce regard le plus aimant possible, car souvent la réalité, elle est vraiment en nuances et vraiment complexe. Et donc, merci Valérie d'avance pour ce webinaire qui nous permettra justement de croître en empathie et en paix intérieure et en accueil de soi et de l'autre. Donc, Oui, merci. je vous remercie tous beaucoup de vos interactions, de votre tolérance,
tout ce que vous avez pu apporter ce soir. Valérie et moi, on vous dit à la semaine prochaine. Heureuse de voir que vous avez passé une bonne soirée et avec plaisir de continuer d'aborder en effet toute la complexité du couple et on continuera de le faire dans ces webinaires parce que le but, c'est vraiment, au-delà d'être une appli de rencontre, d'être aussi un lieu d'échange, de réflexion, de partage, où on va aller explorer ensemble de la manière la plus non jugeante plein de thèmes et j'ai hâte du webinaire de mercredi prochain et de tous les autres. Alors merci beaucoup à chacun de vous et je vous dis à très bientôt.